Alors moi, je vais vous parler d'overdose. D'overdose parce que finalement, l'architecte crée beaucoup d'overdose, en est beaucoup dépendant, et il fait face quelque part à cet inconscient partagé de cette overdose. Donc il y a trois thèmes. Le thème finalement de l'overdose de l'icône, de l'overdose de la préservation, de l'overdose du verre comme une religion. Mais avant tout, je voulais vous parler un petit peu de cet architecte. Cet architecte du 19e siècle, cette figure droite, un petit peu déstabilisante dans la société, difficile à atteindre. Au fur et à mesure, cette figure de l'architecte a été abordable et finalement commençait à s'asseoir jusqu'au jour où le drame de la science-fiction ou de la fiction, une réalité fictive, a traumatisé l'architecte jusqu'à ce qu'il devienne pris en otage par les médias. Donc voilà, un commerce, voilà l'architecte dans un dispositif complètement ouvert au commerce. Donc cette icône, malheureusement, elle est très difficile à gérer parce que même si la forme demeure, le contenu change. Et qui pose un petit peu la question de cette icône très partagée par les architectes, ce temple finalement très rationnel, monumental, qui au fur et à mesure a été transcendé dans une architecture nostalgique où finalement un architecte des années 60 vient voir un client et lui dit voilà, je voudrais faire cette tour, très moderniste, très simple, mais le client lui demande de rajouter cette petite couche de pastiche. Alors, voilà, donc on fait face à ça, on fait à cette double vision finalement du passé, du futur. Est-ce que finalement le futur c'est l'héritage? Comment l'architecte doit se positionner dans ce domaine? Alors on arrive dans ces architectures éclectiques, un petit peu de vert, un petit peu de couleur, un petit peu de serre, qui finalement posent un peu la question du devenir de l'architecture moderne et comment devenir un monument. Qu'est-ce qu'un monument? Est-ce qu'il y a un manuel? Est-ce qu'on peut faire une recommandation d'un monument? Alors Frank Gehry a bien sûr réussi, Bilbao. Bilbao qui est devenu même So Good It's Gehry, donc tous heureux de défendre une logique économique. Et ce même architecte, très engagé, spécule. Donc il saute sur sa table pour vendre son produit. C'est quelque part un moment où l'architecte avait la chance de pouvoir défendre et être engagé. Malheureusement, cette architecture un petit peu organique a déformé cette architecture souple, parfois un peu chaotique, dans un système constructif simple. Donc on fait face un petit peu à ce monde d'overdose, d'extravagance, de thèmes, de disponibilité, d'une architecture dorée. Comment chaque architecte essaye de se différencier? Alors là, le skyline de Dubaï en est un petit exemple, mais malheureusement, cette architecture dorée, elle devient presque symétrique, elle devient presque réaliste, et c'est cette architecture de jumelles, parfois, qui peut être un petit peu dangereuse, provocante, et il faut faire très attention. Donc peut-être que cette architecture, elle doit devenir un petit peu plus primitive, pourquoi pas mobile, pour éviter cet amalgame de signes, tous burlesques les uns que les autres. Parce que l'architecture, finalement, elle cherche à devenir ce qu'a fait Eiffel, c'est-à-dire faire une tour. Finalement, elle devait être là pour quelques mois. Et aujourd'hui encore, on vend la tour Eiffel. Donc c'est un petit peu le rêve de l'architecte. Et je vais vous parler d'un projet à Tunis. Tunis, c'est une ville avec le centre ici, le lac. On nous a demandé de travailler une icône sur ce territoire, avec un plan urbain proposé, très pointilliste, avec un certain nombre de ronds-points, avec un centre d'affaires au centre, une ville étalée au centre, avec la tour au milieu. La commande, c'était faites une tour, il faut que vous soyez le plus fort, le plus grand, le plus beau. Mais quelque part, ce que nous on dit, c'est que, enfin ce que je dis, l'architecture de l'icône tue l'icône, et qu'il est peut-être plus intéressant de rester dans l'unicité et dans la définition même d'un caractère beaucoup plus régional. Parce qu'en fait, tout le monde va être au centre, voilà. Vous aurez tout le temps cette idée d'être plus grand, plus fort, au milieu. C'est un petit peu comme le modèle économique de l'industrie de la voiture, où finalement l'icône tue cette icône, et qu'on veut revenir à cette déesse. Et cette déesse, finalement, elle pose un peu la question donc du rôle de cette tour. Donc on ne voulait pas ça. Et ce qu'on a fait, on a imaginé une transgression de l'architecture existante dans une modélisation trois-dimensionnelle, donc un petit peu de nostalgie, mais beaucoup de futurisme. Et donc, au lieu de faire une tour au centre, on a dit aux clients on peut faire plus. Alors là, ils nous ont écoutés, bien sûr. On peut faire plus, on peut faire une ville trois-dimensionnelle, on peut être dans le passé, on peut être dans le futur. Alors là, c'était l'excellence.
Donc on a fait cette médida tridimensionnelle en décalant du coup l'objet d'attention central vers un morceau de ville. Ce morceau de ville créant ce centre et quelque part la création d'une ville en balance au centre d'affaires existant. Quelque part, le vide dans l'architecture est tout aussi important que le plein. Ça a la même valeur. C'est quelque chose qui est très important à apprendre. On nous demande souvent de construire le plein, mais il faut apprendre à savoir définir le vide avant de construire le plein. Donc, on a fait une cartographie comme sensorielle, en rouge étant le territoire qui deviendrait beaucoup plus cher à acheter. Et donc là, on a gagné, on a réussi, c'était très sympathique. Donc, on a fait une tour, au lieu d'être isolée, complètement intégrée, connectée, à l'opposé un petit peu des modèles aujourd'hui industriels, où on va du vers plus petit vers le plus scientifique. Les architectes ont tendance à aller vers le plus grand, le plus haut, et toucher le ciel si on pouvait. On a fait une architecture pas trop haute, mais ce qui est très intéressant pour nous, c'est quelque chose qui soit intégré et trois-dimensionnel, en faisant réponse au centre d'affaires existant. Alors une ville complètement complexe, avec un certain nombre d'espaces partagés, dans une zone sismique importante, donc on avait un certain nombre de triggers et de définitions complexes à traiter. Voilà une vision globale. Alors la préservation, c'est un sujet très important pour l'architecte, parce que c'est un casse-tête, et il essaye toujours de jouer avec ses règles. Alors il y a ceux qui préservent en étant très fonctionnels, en disant, cette porte, elle est quand même embêtante à ouvrir tous les matins, tous les soirs, on va la couper en deux, ce sera plus pratique. Il y en a qui sont beaucoup plus dans la cosmétique, c'est-à-dire qu'on va mettre tout le budget sur la façade pour la conserver, puis derrière on verra avec quel budget ce qu'on va faire. Donc la modernité est complètement cachée. Donc Toulouse finalement c'est ça. Je parle du centre. Donc comment l'architecte finalement se positionne, une vue d'en haut, et peut définir un peu cette modernité. Parce que c'est vrai que dans les années 50, 60, on a défini ce modèle collectif, ce nouveau mode d'habiter, et il nous a fait beaucoup de mal. Il nous a fait beaucoup de bien, parce qu'il a défini la modernité pendant un temps, mais il a engravé dans toute la société la définition d'une architecture moderne. Et aujourd'hui, l'architecte essaye de distancier à cette question et cette définition-là. Bon, bien sûr, il y a toujours cette tendance régionaliste qui, bien sûr, très française avec son mur, quelques armes pour être vert, mais finalement très difficile à accepter. Donc ça, c'est la France. C'est la double France. C'est une France qui veut se conserver et une France qui veut se vendre. Aujourd'hui, comment l'architecte se positionne dans cette double candidature ou dans cette double question? Parce qu'il faut imaginer que ça, cette petite ville Playmobil, à côté de Disneyland, vient juste d'être finie il y a 5 ans. Juste pour vous rassurer sur l'architecture moderne. Donc, vis-à-vis de Bordeaux, on voit aussi l'impact de l'architecture d'UNESCO, où à partir d'un réglage ou d'une cartographie de tous les bâtiments historiques existants, on se rend compte au final qu'on ne peut rien faire. Et que merci l'UNESCO, finalement la préservation, est-ce que c'est mieux avant en le remettant en cause? Quel est le futur de la préservation? Est-ce que ça c'est l'état initial de l'architecture? Est-ce qu'on doit préserver la ruine? Quel est le rôle de l'architecture dans le futur? Est-ce qu'on doit juste préserver pour que les politiques soient heureux? Ou est-ce qu'on doit imaginer une reconversion d'une architecture démolie avec des méthodes et des expertises non connues, donc avec un drame de la reconversion? Et finalement, l'architecture a créé ce manuel de la préservation. C'est très dangereux, la préservation. Parce qu'on nous donne ça, et après, les architectes font ça. Donc, c'est très dangereux, ça devient un catalogue. On le voit à Amsterdam, vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir les matériaux, mais finalement, à l'intérieur, c'est toujours la même chose. Donc voilà, comment on pose un petit peu le romantisme, la préservation, c'est un dossier très douloureux et délicat dans l'architecture d'aujourd'hui. Même pour vous dire que finalement, grâce à la Tour Eiffel, tout ce morceau de ville, du fond de Seine, d'1 kilomètre de long, va être pris par l'UNESCO et va devenir être cristallisé à son tour. Donc ça va devenir musée, il y a eu Haussmann, il y aura ça. Où est-ce qu'on va s'exprimer? C'est un peu le sujet de la question. Alors, j'ai gagné le concours du Parc des Expositions en juillet dernier avec l'équipe. Et on nous a demandé de construire une ville sur ce territoire. Donc là, en haut, il y a la France, à 600 km, la Tour Eiffel est tout là-bas. Vous avez ici un magnifique paysage, de beaux fragments urbains, et on vous dit, faites un parc des expositions, 6000 places de voiture, ça sera très beau, on va faire de la ville, ça va être métropolitain. Mais en fait, on se rend compte qu'on est à la limite de la grande échelle avec Airbus, une infrastructure en spaghetti, très caractéristique de la périphérie urbaine.
Et ce qu'on a imaginé, c'est une ligne, une bande de villes qui essaierait de mettre en rapport et en contact le territoire existant, donc les différents fragments, l'Europan, ZAC, Airbus, en définissant cette bande active, qui essaiera donc de mettre en jeu et en concordance tous ces territoires. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans le concours, il y avait plus de voitures que de programmes. Et on voulait absolument faire tout sauf ça, c'est-à-dire que la voiture puisse distancer la ville, distancer l'échelle, le rapport humain, social, l'intégration, etc. Et on a préféré la compacité. Donc d'un dispositif classique étalé, on a préféré un dispositif compact, écologique, avec une emprise divisée, où finalement la voiture n'est plus une contrainte, mais un atout, un dispositif fonctionnel, une machine à habiter. Donc on a créé ces trois bandes. D'un côté, les surfaces d'exposition couvertes, au centre du cœur du bâtiment, le parking, et au nord, les surfaces d'exposition extérieures avec une grande halle des événements qui se trouve ici. Ça fait ce grand bâtiment de plus de la moitié d'un kilomètre de long, avec un dispositif ou une métaphore un petit peu aéronautique, avec bien sûr la petite touche patrimoniale où on a intégré la ferme qui était au concours à conserver. Donc on arrive sur cette lecture tripartite, avec une exposition extérieure ici, le parking, et là les halls d'exposition qui se développent. Donc on a créé, sans vouloir être trop nostalgique bien sûr, une rue. On a créé une rue qui irrigue un parc des expositions et qui fait appel à l'exercice donc, de cette bande active qui vient traverser depuis la Garonne jusqu'à Airbus City. Ces halls sont finalement disposés de manière gradient ici, en taille, et là l'exposition extérieure, la grande halle ici qui s'ouvre sur le paysage, au-dessus duquel le parking est disposé. Donc on crée cette image un petit peu, je dirais, complètement ouverte, à plein de possibles, où on peut venir attacher, raccrocher, détacher. Et la voiture, finalement, on peut prendre sa voiture, aller voir l'exposition, aller se garer. On est avec sa grand-mère, on a du mal à se déplacer, on se pose où on veut. C'est un dispositif très fonctionnel, avec ici une vue extérieure sur le paysage au nord de Toulouse. Là, une vue donc de cette halle de 12 000 spectateurs qui peut s'ouvrir sur le grand paysage avec un amphithéâtre extérieur. Les animaux ne sont pas locaux, mais on peut y arriver. Donc là, une vue un petit peu de cet état où chaque fragment vient participer à cette bande et essayer de recréer avec un paysage en attente. Peut-être qu'un jour, le Bourget se déplacera. Alors, green. Green, green, green. C'est une religion. Il faut être vert. Si vous êtes habillé en vert, c'est parfait aujourd'hui. Ça, c'est l'état initial. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a beaucoup qui n'y croient pas. Et la triste conclusion de cet exercice du vert, c'est que finalement, d'une France très régionaliste, très régionale, on la lisse en une France très verte, avec des économies complètement parallèles, sans grande diversification. Donc le jour où on a compris qu'on pouvait déplacer les arbres, les architectes ont dit on va faire des tours, on va faire des façades, et on va faire un petit paquet cadeau, on va faire du verre. Mais qu'est-ce que le verre? Je pense que la grosse problématique du verre, c'est ça. C'est que finalement, la France va devenir un sapin. Et ce sapin est quand même très douloureux. On a cette écomania. On doit faire vert. Comment s'en détacher? Que signifie être vert? Est-ce que c'est être compact? Est-ce que c'est être juste de planter des arbres? Si vous voulez gagner un concours en France ou à l'étranger, faites une maquette d'architecte verte, vous pourrez gagner. Donc on a fait un exercice de comparaison entre tous les plans d'architectes qui ont considéré le territoire. Et au fur et à mesure, on voit cette accumulation de labels, se rassurer sur la définition du vert. Alors il y a eu tous les petits événements, 72, Copenhague 2009, je ne sais pas ce qui va en rester, je crois que plus grand-chose. Mais au final, tous ces petits labels, chaque pays a essayé de le définir. Malheureusement, chacun de ces labels, c'est 60% subjectif, 40% objectif. Donc comment être vert? Je pense que c'est de la responsabilité de l'architecte de le définir. Moi, je vous suggère de faire du verre une économie. Peut-être qu'il faut faire des portables en bois. Ou même trouver l'amour dans le verre. Quelque part, l'architecture, elle doit être compacte, elle doit être recyclable, elle doit être intégrée. On peut prendre le modèle de cette Golf, qui a été pensée dans tous les détails pour être recyclée, intégrée, et peut-être que l'architecture de demain, c'est ça. Alors, un projet de bibliothèque que j'ai gagné à Caen, avec la définition d'une architecture contextualisée.
où on a imaginé deux axes qui se croisent et la définition donc de deux territoires qui vient cadrer l'abbaye aux dames, l'abbaye aux hommes, les nouveaux développements et la gare. Et on a imaginé ce grand forum au centre, très compact, dans lequel la ville vient déformer celle-ci pour créer 4 poches qui viennent répondre à la ville existante. Donc on a travaillé au grand territoire, mais aussi à l'échelle du programme. Le programme nous demandait de faire 4 polarités avec un certain nombre de passerelles, ces passerelles devant intégrer le programme scientifique et faire une reconnaissance mutuelle des savoirs. Nous, on a préféré faire une retranscription et une simplification du schéma fonctionnel en disant vous aurez 4 pôles, mais ces 4 pôles vont créer 4 ponts. Ces 4 ponts, finalement, vont créer un espace 3-dimensionnel pour la bibliothèque, du plus public au plus privé. Et donc, voilà la bibliothèque dans son squelette transparent, et ici sa définition globale. Le rez-de-chaussée, c'est très traversant, qui va du parc au parvis, avec un certain nombre d'ingrédients métropolitains, un auditorium, un restaurant, un espace d'exposition. Et au centre, au niveau principal de la bibliothèque, cet espace de confluence sur lequel les différents acteurs peuvent partager les savoirs. Donc, la bibliothèque devient un outil de connaissance, un outil de rapport entre les différents acteurs. Le pôle art, finalement, inspiré par le silence, par le calme. On a préféré des boîtes individuelles et collectives où on vient partager. Le pôle sciences humaines, on a pensé qu'un cabinet de curiosité ou Wunderkammer pouvait être aussi intéressant dans la bibliothèque. Donc, on a imaginé ce mur dans lequel on peut intégrer les savoirs et les connaissances. Le pôle littérature, on s'est inspiré du très très grand et du très très petit, avec un mur de littérature. Et le pôle sciences et techniques, paradoxalement, on s'est approché de l'homme et on lui a dit vous allez créer un mur courbe sur lequel on peut projeter des informations. Donc toujours pour conserver cet espace unitaire, très important dans la ville, cette pièce commune que personne n'a et qu'on peut valoriser. Donc on fait face un petit peu à cet amalgame, à cette production, à cette overdose, et l'architecte finalement essaye de se différencier par des couleurs, et on nous accumule des règlements pour être vert, pour être différent. Et l'architecte ne peut plus faire autrement que composer avec plein d'expertise. Il ne peut plus avoir la connaissance globale, où c'est très très difficile. Son rôle n'est plus qu'un médiateur. Il communique entre les expertises, et c'est quelque part le danger de l'architecte. À un moment donné où l'architecture était composée, simple, unifiée avec un seul savoir, l'architecte maintenant a besoin d'une technique pour construire et se pose un peu la question des intermédiaires. Alors, il y a toujours cette accumulation, cette overdose d'icônes. Si vous faites un stade, vous pourrez vendre des montres, un disque dur, un MP3. C'est ça la grande chance peut-être de l'architecte. Mais quelque part, il y a cette overdose de la communication, du contrôle. Alors, vous aurez beaucoup moins d'espace public parce qu'avec votre téléphone, vous allez devoir laisser la place à votre téléphone. On vous inculque de la communication dans les avions. Donc l'architecture devient une architecture de signes. Alors bientôt, on va contrôler Paris, donc il faudra trouver d'autres maîtres pour se protéger. Alors, je ne sais pas si ça vous rassure, mais finalement, on est quand même dans un temps de crise. Je ne sais pas si tout le monde a l'air très heureux, très rassurant. Aujourd'hui, il faut peut-être trouver un autre business, une autre architecture, réinventer. Et Einstein disait, dans les temps de crise, l'imagination est plus forte que la connaissance. C'est peut-être le moment de dire qu'on continue à construire, oui, le Dow Jones continue à descendre. Peut-être c'est le moment, avec moins d'argent, de réfléchir plus à des systèmes qui seraient plus proches d'une industrie, de modèles d'industrie, d'être simple, honnête, raisonnable. Et j'aime bien comparer cette transition avec finalement, ici, le modèle d'un financier qui au début essaye d'être conscient qu'il faut mettre de l'argent, très enthousiaste, c'est le paradigme, il a réussi à vendre, etc. L'idée est très forte. Malheureusement, ça retombe dans le désespoir. Alors l'architecte, il faut boire beaucoup de café, parce que ça vous arrive 5 ou 6 fois dans la journée. Prendre du temps pour faire autre chose dans la vie. Et peut-être que cette architecture en balustrade verte, qui est synonyme d'une architecture originale, peut-être se rappeler d'une architecture plus primitive. Donc on pourra gagner quand on aura fait toutes ces reconversions, une architecture contemporaine, efficace, écologique et rationnelle. Je vous remercie.